puis habiter, ça veut dire, il y a la notion de partage. Donc mes enfants sont grands, ils sont partis. J'ai mes 2 chattes ici, j'ai mes canards et j'ai les cygnes qui viennent cogner au carreau. Voilà, c'est presque l'Arche de Noé. Voilà, d'abord India Tango. Alors India Tango, pourquoi India Tango? Un terme aéronautique, mes enfants s'appellent Yvan et Tania, alors IT ça fait India Tango. Parenthèse fermée, maintenant cette péniche elle se veut une incitation au voyage, mais un voyage intellectuel. C'est-à-dire que quand on rentre sur la péniche, on est dans un autre monde, on est prêt à larguer les amarres, on est prêt à partir, et ça donne une ambiance particulière. Les gens qui viennent là, eh ben, ils échangent peut-être plus facilement, et quand j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, il le ressent à travers cette péniche qui est une invitation au long cours. Alors, on héberge des associations, Tree for You pour planter des arbres un petit peu partout dans le monde, Futura Mobility, les directeurs d'innovation de tout ce qui vole, qui roule, qui flotte, Zebunet, le microcrédit à l'élevage, et puis les émissions de radio, de télé, etc. Donc il y a un mélange des genres qui font que les gens se rencontrent et construisent ensemble. Le fil conducteur de la péniche, au fil de l'eau pour le coup, eh bien c'est le partage, c'est la connaissance, c'est l'environnement, c'est l'écologie. Les campagnes de Nicolas Hulot se sont passées sur cette péniche. Les 3 campagnes présidentielles, dont j'étais le directeur de campagne, au moins de l'une d'entre elles. Et puis ensuite, eh bien, je construis, j'améliore, je fais mon possible. Mais il faut montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, c'est de faire en sorte qu'on est en accord avec ses idées. Mes idées, c'est qu'on devrait construire un monde meilleur, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la pollution, par rapport aux maladies, par rapport au virus actuel, eh bien la péniche, elle doit être irréprochable. Ça veut dire qu'elle doit être autonome en énergie, d'abord. Donc il se trouve qu'à travers Carwatt, la société que j'ai montée, il y a un actionnaire qui s'appelle Eric Scotto, qui est le patron d'Accio Energy. C'est celui qui fabrique de l'hydrogène et qui conçoit et qui distribue des panneaux solaires flottants, ce qui est très intelligent, en rapport du coup avec la péniche, mais aussi qui fait des tuiles solaire pour ne pas esquinter les paysages, et du coup bah, il m'a prêté son savoir-faire et il m'a installé des panneaux solaires sur la péniche dont je vais tripler la surface pour être vraiment positif, c'est-à-dire que je pourrais donner de l'électricité à mes voisins. Et puis maintenant il y a des panneaux solaires qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils fabriquent de l'eau chaude et de l'électricité. Et donc ces progrès-là feraient en sorte que si on peut montrer l'exemple, eh bien, on peut améliorer l'humanité. Il n'y a pas une maison, pas un immeuble qui ne devrait pas être équipé de panneaux solaires. Il y a de la surface. On dit, oui, c'est urbanisé, on n'a pas de place, c'est vrai. Paradoxalement, il y a plus de place en ville qu'à la campagne si on ne veut pas bouffer sur l'agriculture. Alors maintenant, je suis sur l'eau, donc ça veut dire que je puise l'eau pour la filtrer et puis s'en servir. Donc je suis dans un circuit vertueux. Je recycle évidemment tous les déchets, que ce soit pour les toilettes, que ce soit pour les eaux usées, les eaux grises et les eaux noires. Et là, il y a des progrès à faire parce qu'on n'est pas vraiment au point. C'est trop gros et puis les particules passent et surtout les virus. La Seine est de plus en plus propre, mais il y a quand même les virus des maladies, les médicaments, parce qu'on fait pipi dans l'eau, qui subsistent. Donc il y a du travail à faire, il y a de la recherche à faire qui est continuelle. Et puis... Alors, pardon, je vous coupe juste là-dessus, petite question technique, ça marche comment ce raccord? Vous avez une partie qui est raccordée à l'eau de la ville, j'imagine, qu'est-ce que vous puisez, enfin comment ça marche techniquement? Le secret, c'est que c'est toujours hybride, il faut un secours, ça c'est ma déformation de pilote de ligne, s'il y a un truc qui tombe en panne, il faut que ça soit relayé. Donc, s'il n'y a pas assez de soleil, pas assez de vent avec l'éolienne, eh bien je me raccorde au réseau, évidemment. Mais de moins en moins, et mon souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'avec les nouvelles technologies, je sois non seulement totalement autonome, mais en plus à énergie positive pour l'amener chez les voisins. Si quelqu'un, un petit pavillon de banlieue, arrive à être autonome et alimente son voisin, vous imaginez que si tout le monde fait ça,
eh bien, il va y avoir une demande de consommation en moins. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on est très colbertiste en France, on rassemble les grosses énergies pour les distribuer après. On l'a vu pour les centrales nucléaires, par exemple. Eh bien, je crois beaucoup à l'énergie produite localement. Je prends l'exemple sur la navette spatiale, sur l'ISS. Eh bien, ils sont totalement autonomes du point de vue énergie avec le soleil et du point de vue des déchets, ils doivent gérer leurs déchets. Donc il y a un exemple d'autonomie qu'on doit avoir tous et prendre conscience qu'on peut rendre la vie meilleure en commençant par soi-même, en commençant par le quotidien. Vous avez habité, j'imagine, avant peut-être dans une maison, dans un appartement. Oui. Est-ce que ça donnait envie de passer de cet habitat assez classique à une péniche, moins classique du coup? Le déclencheur a un nom, c'est Nicolas Hulot. On se connaît depuis 40 ans, voire plus. J'étais dans Ushuaïa à l'époque pour tout l'aspect technique, volant, etc. Et puis on a évolué tous les deux en disant c'est pas possible qu'on puisse faire ça uniquement pour le plaisir. Hein. On n'est pas le Paris-Dakar télévisé, quoi. Donc on a essayé de chercher ensemble, et lui a été beaucoup plus vite évidemment, comment on pouvait améliorer le quotidien, comment on pouvait avoir une valeur d'exemple. Ça, c'est hyper important. C'est de dire aux gens, je ne suis pas en train de vous donner des leçons, moi je fais un truc et ça marche. Je vous donne envie de le faire. Et ça, c'est quand même vachement motivant. Et donc, aujourd'hui, quand on a essayé de traverser l'Atlantique en ballon à pédale, tous les deux, c'était pas un hasard. Il y avait l'aspect rigolo. Bon, on a fait 2500 km en pédalant avec notre dirigeable. Mais c'était pour montrer que c'était possible de faire quelque chose à la fois sympa, parce qu'on a pris des tas de brevets, on a fait travailler des étudiants, des écoles d'ingénieurs, etc. On a déposé 50 brevets quand même avec cette histoire. C'est un petit peu l'histoire, 10 ans avant, de Solar Impulse, avec mon ami Bertrand Piccard qui a fait le tour du monde en énergie solaire. Ben, c'est ça qui a déclenché en disant, bon, on ne va pas s'arrêter au dirigeable, entre parenthèses, on s'est craché au milieu de l'Atlantique, hein, parce que la météo n'était pas très terrible. Et puis, eh bien, dans notre vie quotidienne, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse être irréprochable. On a toujours des petits travers, mais quand même, l'esprit est là. Est-ce que vous avez réussi à faire essaimer ce modèle de péniche tel que vous l'avez fait pour d'autres personnes? Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en sont emparés? Alors, les voisins, les péniches, il y a 40 péniches ici, ils commencent à regarder. Alors évidemment, le portefeuille, il compte. C'est-à-dire que Gérard, ouais, mais ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai. Pour que ce soit rentable, il faudrait que l'électricité soit plus chère qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Le nucléaire est vendu d'une façon, non pas à perte, on n'en sait rien, parce que le démantèlement, ça dépend de la façon dont on le considère. Mais en tous les cas, oui, ça commence. Maintenant, quand ils ont vu que ça marche, Gérard, t'essuies les plâtres et après, on vient te voir. J'ai essuyé les plâtres, ça m'a coûté un peu de sous. Il faudrait que j'ai encore 40 ans devant moi pour pouvoir amortir. Mais de plus en plus, c'est jouable, c'est amortissable. C'est un peu comme les voitures en rétrofit. Au début, il nous fallait 10, 15 ans pour amortir. Aujourd'hui, il faut moins de 3 ans. Eh ben, ça va être la même chose pour l'énergie et pour le traitement des déchets de chacun d'entre nous. Là-dessus, je voudrais rebondir. Quelles sont en gros les premières contraintes auxquelles on doit faire face pour monter ça et qu'on doit surpasser? Alors, les premières contraintes d'un bateau, déjà, c'est faire face aux aléas de la météo. Il y a des crues régulières de plus en plus hautes, donc on monte le long des ducs d'Albe, ces poteaux, je monte et j'ai la chance d'être appuyé sur des gros poteaux. Mais j'arrive limite parce qu'au-delà de 5-6 mètres, je peux passer par-dessus les poteaux et arriver sur la Concorde, donc ça serait pas bon. Mais en dehors de ça, c'est comme une maison. Sauf qu'il y a un avantage quand même, c'est que j'ai la houle. Et la houle des bateaux mouches qui passent et quelquefois qui me font des grosses vagues. Alors j'ai un ponton qui fait 3 tonnes, qui flotte à côté de ma péniche. 3 tonnes sur 10-20 cm de débat, bah, ça me donne de quoi alimenter une génératrice, voir ce que je suis en train de monter, une bouteille d'air comprimé. Je vais comprimer le gaz pour avoir de la réserve d'énergie. Voilà, donc en gros, je fais travailler mes étudiants là-dessus, parce que c'est passionnant, ils adorent ça, en disant on va inventer des petites choses sur ce laboratoire flottant en quelque sorte, et puis après on va essayer d'essaimer.
Vous parliez des nouvelles contraintes face au changement climatique, notamment des crues. Bon, ça va peut-être être un petit peu le moment, je ne sais pas, buzz, si je puis dire, mais quelles sont les plus grosses crues que vous avez pu voir là depuis que vous êtes dans la péniche? 1905, bon, j'étais pas là, d'accord, mais 1905, ça a monté tellement que les députés arrivaient en barque à l'Assemblée nationale. On trouve des photos sur internet là-dessus, et il y en a eu il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y en a une tous les ans. Chaque crue aujourd'hui coûte 1 milliard d'euros. Et donc il faut se préparer à ça. Alors les gens qui habitent à côté des rivières, on le voit dernièrement, eh bien il faut repenser notre mode de vie. Alors moi j'ai la chance parce que je monte avec la crue, et puis c'est pas des torrents. Donc je crains moins la crue que les voisins qui sont sur des villas en bord de rivière. Donc il y a un changement à apporter par rapport à ça. On a même imaginé que dans des pays où il y avait des risques d'inondation, on pouvait avoir des maisons flottantes ou des maisons roulantes, c'est-à-dire qu'on déplace la maison comme un mobil-home pour le mettre à l'abri. Et bon, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Ça rassemble, et on y travaille ici sur la péniche, des pédologues, ceux qui font le traitement des eaux et le traitement des sols, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, et tout ça fait en sorte qu'on puisse trouver des solutions immédiates. Je voulais revenir sur la question de la notion d'habitat, parce que vous êtes dans un habitat que vous partagez, oui. Donc voilà, on explore plusieurs notions de ce que veut dire habiter. C'est vrai, quand on pense généralement à son lieu de vie, on pense aussi à une zone de confort, par exemple. Est-ce que c'est pas trop dur de partager finalement une zone de confort avec plein de gens, plein d'associations qui viennent vous voir au quotidien? Quand j'ai conçu l'aménagement de cette péniche, je pensais déjà qu'on aurait du monde qui viendra à bord pour pouvoir y travailler. Le monde, c'est quoi? C'est 9 h du matin jusqu'à 18 h, donc ça va, je me réserve les soirées, les week-ends. Mais 250 mètres carrés, ça permet d'avoir des gens qui travaillent sans se bousculer. Il y a 4-5 associations ou des projets, et ils arrivent soit en alternance, soit parce que j'ai quelques bureaux en bas. Et puis on a pris l'habitude, ça fait un peu peace and love, mais et tout le monde qui vient ici, avec chacun son idée, le partage avec l'autre. Je prends un exemple, par exemple, Tree for You, je plante des arbres pour compenser notre carbone, faire de l'agroforesterie pour les paysans du Sud. Eh bien, il y a Zebunet de l'autre côté qui, lui, est une banque de microcrédit. Eh bien, on fait maintenant des croisements entre le développement agricole et le développement de la vie des participants. Donc, ça s'échange. C'est dans la diversité qu'on trouve la richesse. Il y a Saint-Exupéry, il disait loin de nous diviser, nos différences nous rassemblent. En dehors des différences, Oui. vous êtes quand même dans un lieu, un cadre de Oui. vie qui est assez extraordinaire entre l'Assemblée nationale et la Tour Eiffel. Comment on fait pour venir habiter ici? Faut coucher. C'est la solution à tout, finalement. Oui, oui, oui. Alors, en fait, il y a une liste d'attente, et moi j'ai attendu 15 ans, jusqu'à ce que ça se libère. Et ça m'a servi au départ pour le ministre des Transports, qui était Bussereau, puisque j'ai organisé pour lui la fête des transports. Il a vu que c'était pas qu'une habitation que je demandais, c'était un lieu de rencontre, de richesse, d'échange. Et du coup, ils m'ont fait mon contrat, comme tous les autres bateaux. C'est pas donné, mais ça vaut tellement le coup que je vais pas me plaindre. Sur la question de votre énergie, je voulais revenir là-dessus. Vous dites panneaux solaires, bon, c'est une production qui coûte quand même en termes de carbone, enfin, notamment dans l'extraction des métaux, etc. Oui. Comment on fait quand les panneaux solaires ne sont plus utilisables? Quel est le moyen de recycler? Alors aujourd'hui, le métier de recycleur est de plus en plus reconnu. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer nos déchets électroniques, dont des panneaux solaires, en Afrique, le faire démanteler par des enfants, la plupart du temps ça se retrouve dans la mer d'ailleurs, eh bien on arrive à extraire et réutiliser les cellules. Et c'est quand même pas mal. Sauf que la technologie fait de tels progrès que c'est plus la peine de les rétrofiter, c'est-à-dire les récupérer pour en faire d'autres,
il faut les détruire. Mais il faut les détruire pas n'importe comment. Il faut les détruire en récupérant ce qu'on peut dans le cristallin. Et ça coûte un peu cher. Mais c'est une obligation. On ne va pas faire des poubelles de plus en plus. C'est exactement comme les batteries d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de bagnoles dans le monde. Il y a 5 milliards de batteries au plomb. Elles sont remplacées petit à petit par des batteries lithium-ion. Et ben, il faut penser déjà dès la conception à l'éco-récupération pour pouvoir faire en sorte qu'on reste vertueux. Et les panneaux solaires qui sont ici, on peut toujours les utiliser. Ils ont une durée de vie de plus de 20 ans. Donc en 20 ans, on amortit suffisamment pour pouvoir payer le démantèlement qui lui coûte effectivement un petit peu cher. Est-ce que vous auriez pu habiter ailleurs qu'ici? C'est exactement la même question et la même réponse quand on me dit « Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été pilote ?» J'aurais été délinquant, je pense. Je sais pas. Mais enfin, c'est un métier qui était tellement merveilleux. Eh bien, c'est la même chose pour la péniche. Avant la péniche, j'habitais dans une maison à Vincennes. Bon, c'était bien aussi, hein, je veux pas... Mais il y a une telle différence ici de mode de vie que je ne vois pas d'équivalent. À part peut-être vivre dans un parc animalier, peut-être, oui. Mais là, c'est tellement exceptionnel d'être en pleine ville, avec de la nature, un toit végétal, avoir des fraises, des tas de légumes à ma portée, et d'être autonome, que là, c'est le bonheur absolu. Ça va être les 2 dernières questions. En effet, il y avait cette question auquel j'ai pensé tout à l'heure, de l'autonomie alimentaire. On a vu que vous faisiez pousser pas mal de fruits et de légumes. Est-ce que vous êtes pratiquement autonome? Est-ce que vous êtes presque autonome en termes de nourriture? Ce serait mentir de dire que je suis autonome, loin de là. Mais c'est des petites gourmandises. Hein. Il y a eu beaucoup de fraises, par exemple, que je distribue ici, à droite, à gauche. Non, c'est juste un appoint. On n'a pas la prétention, avec 100 mètres carrés de terre sur le toit, que je vais avoir la prétention d'être autonome. Il faudrait beaucoup plus que ça. Mais des petits jardins partagés, j'y crois beaucoup sur les terrasses des bâtiments aussi. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas sacrifié mon toit végétal avec des panneaux solaires pour pouvoir faire un mixte des choses qui soient vertueuses. Et puis maintenant, on fait des panneaux solaires où on laisse passer la lumière pour pouvoir faire à la fois de l'électricité mais aussi de l'agriculture. Génial. Voilà, donc ici, c'est un petit laboratoire techno et un petit laboratoire humain dans les échanges qui s'y font. Ça permet de finaliser. La dernière question, ça va être pourquoi, enfin pour vous, ça veut dire quoi, habiter? Alors, habiter, ça veut dire on est habité par quelque chose, déjà, et puis habiter, ça veut dire, il y a la notion de partage. Donc, mes enfants sont grands, ils sont partis. J'ai mes 2 chattes ici, j'ai mes canards et j'ai les cygnes qui viennent cogner au carreau. Voilà, c'est presque l'Arche de Noé. Là, c'est un petit studio, c'est le bordel. Ah, vous avez aussi un studio là, ok, d'accord. Qui est complètement indépendant. Et donc, j'y hébergeais un député d'ailleurs, un copain, Mathieu Orphelin, qui est resté là pendant 2 ans. Et comme il avait son bureau à portée, quoi, c'était pratique pour lui. Puis c'était sympa de l'avoir. Donc c'est autonome, et puis du coup, la petite terrasse, et là, quand je viens de refaire. Donc là vous avez les fils de lumière qui permettent d'apporter un petit éclairage. Et puis ici, il y a de quoi faire sa petite bouffe, recevoir les gens. Bah, tiens, il y a encore des tomates qui arrivent. Et c'est plutôt sympa. Là, on a la vue. Et là, il y avait la ruche qui était là, mais bon, je vous donnerai les petits peu de miel. Ok. Elles sont parties hiberner. Ouais. Et donc là-haut, vous avez en effet les panneaux solaires et une terrasse.